Allô, Will! Allô, oui, je suis là. Hey, c'est notre deuxième épisode de la 3e saison. Ou le 37e, mais ouais, genre... Ou le 37e, effectivement. On est super contents d'être de retour. On le réitère, là, je pense qu'on l'a dit dans le dernier épisode, mais... On va le dire tout le temps jusqu'à la fin des temps. Exactement. Will, de Oui. quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de thèmes autour de la prison. Moi, je vais parler d'architecture de prison, menant vers un autre sujet mystérieux que je me garde pour plus tard. Tandis que toi, tu vas parler de... Moi, je vais parler d'évasions qui ont marqué l'histoire, des évasions aussi moins connues peut-être, mais que quand moi j'ai lu, je me suis dit il fallait que je le partage. Ben, s'ils sont divertissantes, c'est tout ce qu'il faut pour le podcast. Exactement. Mais avant toute chose, il faut lancer le générique. Hélène. Oui. Le fait qu'on ait pris une longue pause entre nos deux saisons aura deux effets bénéfiques. Oui. Un, nous laisser nous reposer un peu. Oui. Et deux, me permettre d'encore partir dans des bulles mentales qui n'ont pas rapport. Pas juste toi, je te dirais. OK, parfait, c'est bon. On est deux là-dedans, là. Oui, c'est ça. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma petite obsession étrange du moment, l'architecture de prison, et plus précisément le concept de panopticon ou panoptique en français. OK. C'est un concept aujourd'hui qui est utilisé à l'extérieur du milieu carcéral. Ceux qui savent, savent. Ouais, parce que moi, je sais pas grand-chose, là, Du panoptique, ça te dit rien? Non, ça me dit rien. J'ai jamais entendu ce mot-là, je pense. Ben, c'est correct, tant mieux. Ça va faire des réactions plus... Ça m'inquiète un peu ta fascination pour l'architecture des prisons, parce que pour moi, c'est comme juste un gros carré de béton, là. Ben, justement, c'est pas juste ça dans mon histoire du jour. Okay. Puis, je vais juste vous dire que ça s'en va pas dans la direction que vous pensez aujourd'hui. Faites-moi confiance. Oh! Mais positif, là. Ah, OK. Avant toute chose, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer le concept de prison à personne. Non. Mais, tu sais, c'est comme dans Monopoly, on peut-tu rouler 3 fois? Non. Ah, okay. Ben, on est d'accord, par contre, que les prisons sont passées par différentes formes dans l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, on s'entend, on est loin des cachots misérables et malpropres du Moyen-Âge. Ce donjon sera votre donjon. Oui, mettons. Mais en tout cas, du moins dans l'Occident, c'est différent. Ouais. Je veux pas parler pour la Terre entière. Néanmoins, avant de passer au système aujourd'hui, ben, il y a eu différents... essais-erreurs de façon de faire les prisons. Non, pour vrai? Oui, c'est ça. Surprise. On n'a pas toujours eu des programmes éducatifs et visant à la réinsertion. Après les cachots et avant l'adoption des cellules individuelles, comme on connaît principalement aujourd'hui, on a retrouvé le concept de prison collective, où les détenus étaient alors enfermés dans des grandes salles communes. Un concept complètement zinzin dans la tête ne fait clairement pas bien marcher. Là. Ouais, ben, c'est un peu un camp de concentration, là, quasiment. Ben, c'est ça. Non seulement c'était insalubre, mais aussi complètement ingérable. T'sais. En plus, les prisons de l'époque étaient plutôt centrées sur la punition et non la réhabilitation. Donc, on se retrouvait avec un gros groupe de criminels en proximité constante et à qui on donnait aucune raison particulière de se tenir tranquille. Je veux dire... Il n'y avait pas comme « Ah, si tu te portes bien, on va te sortir. » C'est genre « On va juste continuer à te punir. » Fait que sans surprise, le résultat, c'était des conflits, de la violence constante, puis des gardiens qui avaient du mal à surveiller efficacement puis à maintenir l'ordre. Un gros chaos total. Ouais. Puis ça, c'est sans compter les travaux forcés qu'on leur faisait faire pour leur apprendre la discipline. Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on apprend, voyons. Oui, tu sais, c'était pas... En se faisant flageller. Exactement. C'était pas du tout une alternative à l'esclavage, là. Non, là. C'était vraiment pour leur apprendre la discipline. Éventuellement, les penseurs du 18e siècle, qui ont fini par se réveiller puis se dire « Hey, ça n'a pas de bon sens, ce système-là. » Ah ben bravo. Ouais, ils sont pas pires. Puis comme les humains, on n'est pas très bons pour trouver des solutions qui ne sont pas dans des extrêmes, on a cherché une solution alternative pour aider les criminels. Puis ben, finalement, on s'est dit, hey, ils sont tous ensemble. Si on les mettait tous séparés dans un coin. Il y aurait moins de chances qu'ils s'entretuent. C'est pas des petits groupes, hein. On va faire des petites cellules pour tout le monde. Donc, cellules séparées, pas le droit de parler à personne à l'époque. Là. Pas de cours intérieur ou de quoi que ce soit. Là. J'en connais pour qui ce serait la pire des tortures. Ben, c'est ça. Mais l'objectif, c'était comme ça, ils pourraient réfléchir à leur acte comme s'il y avait 4 ans, là, les prisonniers. Puis on leur donnait aussi un livre. Ah, ben au moins. La Bible. Ah. Parce que comme ça, ils vont pouvoir amener leur réflexion plus loin et se rapprocher de Dieu. Mais en même temps, c'est un best-seller.
Mais, tu sais, il me semble qu'il manque un peu d'étapes là, pour faire fonctionner leur plan de réhabilitation quand même. Là, genre, tout seul dans un coin avec ta Bible, profit. Tu sais, comme il n'y a pas d'entre-deux. Mais c'est dans ce contexte social-là qu'entre le personnage principal de notre histoire, le philosophe et juriste britannique Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, bien entendu, c'est l'inventeur de l'architecture de type panoptique, là, qui est mon obsession du moment. Là, je suis pas parti sur un autre share qui n'a pas rapport, parce que je vous raconte la vie là, d'un aventurier. Là. Moi, oui. Pour les experts en philosophie qui nous écoutent, hein, parce que clairement, c'est notre public cible, Jeremy Bentham, c'est le père de la philosophie de l'utilitarisme. OK, oui. Pour les moins experts, comme moi aussi, l'utilitarisme, c'est une doctrine éthique qui prêche d'agir de manière à maximiser le bien-être collectif. On vise pas nécessairement que tout le monde soit heureux, mais comme dirait Bentham lui-même, on cherche plutôt le plus grand bonheur du plus grand nombre. OK. Faudrait donc pas confondre avec l'égalitarisme où on cherche le même niveau de bonheur pour tous, quitte à ce que ce soit moins élevé. L'utilitarisme, mettons qu'il travaillerait dans le système de santé puis qu'il devrait allouer un budget serré, il va le donner à un programme qui sauve plus de vies versus d'autres programmes moins prioritaires. Fait qu'il va donner plus d'argent d'un côté au lieu d'essayer d'en donner à tout le monde. C'est pas du communisme, là. Non, c'est ça. Ouais. Mais mettons, tu sais, ça n'a pas juste du bon non plus, hein. D'un autre côté de la médaille. Comme pas mal toutes les doctrines, là, je te dirais. Par exemple, comme ça, au hasard. Un gouvernement qui retire du budget dans le système de transport en commun de sa métropole parce que la majorité des gens qui votent pour lui habitent en région et n'en bénéficient pas. Hein? Ça, tu veux vraiment aller là? Ben, c'est l'utilitarisme. Oui, c'est de l'utilitarisme, je suis d'accord. Mais on va s'arrêter là, mais ouais, c'est ça, Legault. parce que je vais peut-être dire des choses qui vont dépasser ma pensée. C'est ça. Donc, c'est un dogme assez pragmatique, hein, l'utilitarisme. Oui. Donc, pas étonnant que Bentham se soit mis le nez dans le milieu carcéral. Un des problèmes à l'époque de Bentham, c'était le fait qu'on devait construire des nouvelles prisons. Parce que les prisons communes, dont je te parlais au début, ne pouvaient pas facilement être transformées en endroits avec des cellules individuelles. Donc, Bentham s'est dit, tant qu'à construire quelque chose, on va construire ça comme il faut. Lui... Hey, good job. C'est un bon plan, ça. Il est pas pire, hein? Pour être productif, on va être efficace. Exact. Mais c'est peut-être moi qui ai mal simplifié, mais en fait, il voulait vraiment optimiser les nouvelles structures, puis il a réfléchi à un système qui pouvait, oui, servir à accueillir les nouveaux détenus, mais aussi avec un meilleur système d'observation et de surveillance, histoire de faire une pierre deux coups. C'est en discutant avec son frère Samuel que l'idée du panoptique a finalement été développée. Son frère lui avait parlé d'un concept auquel il avait pensé, un atelier avec une tour au milieu permettant de regarder ses ouvriers à 360 degrés. Non seulement, pour lui, ça permettait d'avoir une meilleure visibilité sur les opérations avec moins de superviseurs, mais il croyait aussi que ses employés seraient automatiquement plus efficaces s'ils pensaient être observés. C'est vrai que quand t'as l'impression d'avoir quelqu'un dans ton cou, en arrière de ta tête, t'es comme « OK, je vais pas aller... Puis t'as besoin de moins de superviseurs, t'en as juste un médias sociaux ou de quoi, là, au milieu qui te check. Ouais. De partout. Fait que c'est pratique pour au niveau d'avoir plusieurs ou juste un superviseur. Ça a été une illumination pour Jeremy Bentham pour qui le concept pouvait être adapté non seulement aux gens qui runnent la place, mais aussi aux occupants. Il voulait rendre la vie des prisonniers meilleure. C'était son objectif. Donc, il voulait créer un endroit adapté à la réforme des détenus. Fait que le concept de Bentham, ça a été une prison construite de façon circulaire avec une tour de garde en plein milieu. Cette partie-là, on s'en sauve pas, là, c'est l'idée de son frère. Comme ça, le gardien pouvait voir chacun des prisonniers à tout moment. Pour Bentham, ici, par contre, on cherchait pas la productivité, mais garder les choses ordonnées. Donc, je veux dire, le gars dans sa cellule, il produit pas grand-chose, il est juste là, mais il va se tenir les fesses serrées. T'sais. Ouais. Parce que oui, dans cette optique-là, Bentham voulait toujours garder le concept de cellules individuelles, histoire d'empêcher les détenus de se battre ou de créer leur plan d'évasion. Cette division-là amenait aussi les gardiens à voir les prisonniers comme une multitude de personnes et non une foule. Ça rend ceci peut-être un peu plus humain, mais aussi beaucoup plus gérable. Gérard, dans la cellule A2, va toujours être à la même place. Ça ne sera pas gars musclé, difficilement reconnaissable dans un groupe de 8 au loin. Avec un tatou d'encre. Oui, exact. Ben, of course, c'est sûr. Ouais. J'imagine chauve aussi, mais en tout cas, une autre histoire. Autre élément cool dans son architecture, les cellules devaient être conçues de manière à ce que la lumière vienne du centre de la prison plutôt que de l'extérieur. Ouais. Fait que comme ça crée moins d'ombre ou d'endroits qu'ils peuvent pas voir. Fait que là, moins d'angle mort. Là. Pour le gardien, exactement. Je comprends. Fait un meilleur contrôle à partir du poste central. Point bonus aussi, la tour de garde devait se transformer en chapelle le dimanche. Ben oui. Comme ça, pas besoin de construire une nouvelle chapelle séparée, puis pas besoin de faire sortir tout le monde. Tu peux juste faire de quoi moins cher et moins chiant pour prêcher la bonne parole. Parce qu'encore une fois, on veut qu'ils apprennent à... répandre la bonne nouvelle. Ben oui, on veut qu'ils se repentent, là, ces gens-là. Oui. Fait que aussi bien faire ça avec la tour centrale du milieu. Puis là, le gardien, il se transformait-tu en prêtre du dimanche aussi? Non, d'après moi, c'est un autre gars qui se pointait, là. T'imagines? Ouais, c'est ça.
Sinon, pourquoi le terme panoptique? Ben, le terme, ça vient du grec pan, signifiant tout, et optikos, concernant la vue, tu sais, comme un opticien. Ouais. Le terme, donc, veut tout simplement dire tout voir. Logique. Logique, quand un concept, c'est une visibilité Ah ben oui, constante. un panorama... Hein? Oh my God! Ouais, j'apprends des choses dans ce podcast. C'est comme si c'était le but. Mais là, je te parle de son concept pour les prisons, mais Bentham, là, il voyait pouvoir appliquer ça à tout, là, aux usines, aux asiles, aux hôpitaux, aux écoles, partout. Ouais. Mais là, la question qui te brûle les lèvres, Hélène, c'est sûrement la suivante. Combien de prisons avec ce concept révolutionnaire Bentham a-t-il construit? Des milliers. Non, 0. Hein? Oui, il y en a eu 0 qui ont été construits là, de son William, vivant. Faire ton agace, là, ça suffit. OK? Tu peux pas comme me présenter de quoi puis dire « Mais finalement, ça n'a jamais arrivé. » Attends une minute, on va y arriver à quelque chose. De son vivant, il y a eu la prison de Newgate à Londres qui s'est inspirée du concept, mais n'était pas complètement ronde. Dans le fond... OK, mais la question, c'était de son vivant, qu'il y en avait combien? Ou... Ouais. Ah, ben là... Mais attends, c'est pas comme si le nombre augmentait drastiquement par la suite. Mais de son vivant... Non, je sais, mais c'est arrivé plusieurs fois que comme quelqu'un fasse une découverte, puis là, on est en 1456, fait qu'on est comme, non, la Terre est plate, ça n'a aucun sens. Puis là, finalement, 300 ans plus tard, on se rend compte que ben ça a parfaitement du sens. Ben, je pense pas que le concept de Bentham deviendrait un jour complètement... Mais non, mais oui tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais tu vas voir. Donc, de son vivant, il y a la prison de Newgate qui s'est inspirée du concept avec un hub central avec une tour, sauf que c'était composé de 6 pentagones toutes reliées autour de cette tour-là. Fait que, mettons, c'est quoi après 6 pentagones? C'est un hexagone, non? Oui, mais c'est un hexagone. C'est quoi après un pentagone? Regarde. Bienvenue en 5e année. Merci. Donc, ça avait l'air d'un gros flocon de neige et non d'une grosse tour ronde, disons. Ouais. Mais la prison de Bordeaux est construite un peu comme en flocon de neige, non? Oui, mais vraiment avec la tour vraiment centrale. Là. C'est plus à ce moment-là la question. Fait que finalement, c'était pas une prison circulaire. La plupart des prisons qui ont été construites suite aux recommandations de Bentham sont pas mal comme ça. Fait que hub circulaire avec des ailes qui s'y rattachent. C'est plus facile de rajouter des longs bouts rectangulaire au bout de ton cercle que de faire grandir ton cercle constamment ou faire une tour qui est vraiment plus haute. Mais voyons, reculer les murs, personne fait ça. Moi, c'est un classique samedi. Tu le verras plus bien. Là, par contre, le hub central pouvait quand même servir de cour intérieure où c'est beaucoup plus facile de faire une surveillance centralisée des détenus. Fait que, tu sais, ça touche un peu au concept de Bentham, mais pas complètement. Mm-hmm. Il y a très peu de prisons qui ont réellement été construites en panoptique complet. On en a retrouvé par exemple 3 aux Pays-Bas, puis une à Cuba, et une dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Oui, la prison où les gardiens sont emprisonnés est en forme de panoptique. Vous avez une raison de plus d'aller réécouter le film maintenant. Ben oui. De rien. On en retrouve aussi dans la série Star Wars de Clone Wars, dans le jeu Persona 5 et dans le film Lego Batman. Donc, jamais vraiment utilisé dans des endroits où on respecte vraiment les humains. Hein? C'est dans des dystopies ou dans des trucs un peu... Vive l'anarchie! Ben oui, c'est ça. C'est la République qui fait des panoptiques. Parce que, une des raisons pour le concept de panoptique n'a pas été trop mise en pratique, finalement, c'est parce qu'il a souvent été critiqué pour son potentiel d'abus et de violation des droits de l'homme. Ça arrive en prison aussi. Oui, on disait qu'il amenait un contrôle excessif et intrusif de la vie privée des détenus. Il paraît que le monde n'aime pas ça se sentir observant en permanence, puis ça crée des enjeux de santé mentale chez les gens. Ouais, mais je pense que justement, les prisons... le concept a été fait pour comme... T'as fait souffrir du monde, on va te faire souffrir. Oui, initialement, c'est ça. Là, on s'approche justement plus de la réhabilitation. Ouais. Mais à l'époque... on était un peu entre deux. T'sais, comme lui, son objectif, c'était « Ah oui, ils vont devenir pieux et fantastiques », mais clairement, ça les aidait focal d'être enfermés 24 heures sur 24 puis surveillés par quelqu'un. Effectivement. Puis c'est ça. Fait que, les intentions de Bentham étaient louables pour les rendre disciplinés et pieux, mais en théorie, sauf qu'il y avait un side effect non négligeable, bonne intention, très mauvaise exécution. Ouais. Et c'est là qu'arrive le plot twist de l'épisode. Parce que le concept de panoptique n'a peut-être pas été littéralement utilisé tant que ça en prison, mais fait en quelque sorte partie de notre quotidien d'aujourd'hui. Vois-tu, le terme a été repris par un autre penseur célèbre, Michel Foucault. Oui. Qui a utilisé le terme... Oui, Mich, vu notre bon ami Mich, qui a utilisé le terme panoptisme dans son livre « Surveiller et punir », sorti en 1975. Le terme servant principalement pour lui comme métaphore pour décrire comment la discipline opère dans la société moderne. Mais c'est-tu relié aux prisons ou juste de manière
très général. Il a repris, de façon générale, il a repris le concept de Bentham en disant « Hey, sais-tu quoi, ton idée que tu avais pour les prisons, what's up, dans la vie de tous les jours, c'est super appliqué sans qu'on s'en rende compte. » T'es-tu en train de m'annoncer qu'on est dans Big Brother puis je le sais pas, là? Ouais. OK. Il suggérait alors dans son ouvrage que la surveillance constante, même en l'absence d'une autorité visible, donc comme l'idée de Bentham, pouvait être un moyen efficace de contrôler les individus et de les faire se conformer aux normes sociales. Et ce, même en dehors d'une prison. Mm-hmm. Donc, tu vois où ce que je veux en venir. Tu sais, le monde dans lequel il y a des caméras à tous les coins de rue, où tous nos faits et gestes sur Internet, incluant ce podcast, laissent des traces, une société où on est constamment surveillé sans autorité visible. Ouais. Hein? C'est pas mal le même concept que Bentham. Effectivement. Combien de crimes sont évités dans la vie de tous les jours parce que les gens ont peur d'être observés même s'ils voient personne autour d'eux? Tout d'un coup, qu'il y a une caméra, cette dite caméra, on sait même pas si elle est regardée, mais tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un derrière qui la contrôle, t'as pas besoin de tant de monde que ça pour surveiller. Non, mais ou même, tu vois vois pas quelqu'un. Comme aujourd'hui, le monde, ils sortent leur téléphone tellement rapidement, puis ils filment tout aussi. Fait que, tu peux ne pas voir quelqu'un qui est en train de te filmer ou exact. Quoi. Puis en plus, ils demandent pas ton consentement. Évidemment. Mais on se conforme oui. par cette peur d'être observé. Puis là, on se rappelle, l'ouvrage de Foucault, c'est en 1975, fait qu'il y avait déjà moins de caméras, mais t'as pas besoin des caméras pour te sentir observé. Selon Foucault, le système social internalise l'autorité. Ouais. Donc, un chauffeur va s'arrêter à un feu rouge, même s'il n'y a pas de voiture ou de police à proximité, en pleine nuit, dans un petit village perdu. Ouais. Il n'y aurait techniquement aucune répercussion si la personne passait sur le feu rouge. Mais on obéit quand même à la loi parce qu'on a internalisé l'autorité de la police. Mais je sais pas, toi, là, mettons, moi, comme quand je passe devant mon ordi, tu sais, je fais attention à de quoi j'ai l'air ou comme qu'est-ce que je fais. Tu te mets pas tout nu devant ton laptop. Non, c'est ça, tu sais, mettons. Parce que c'est littéralement y a une caméra, ça. Mais j'ai tellement entendu d'histoires de genre, il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans ton ordinateur puis à activer ta caméra sans que tu le saches, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai longtemps eu comme un petit papier pour le cacher. Ben ça, c'est pas mauvais non plus de l'avoir, là, de façon générale. Non, exactement. Mais comme, même tantôt, j'avais mon ordinateur dans le lit, puis j'étais allée prendre ma douche, puis là, j'étais comme, oh, attends, là, mon ordinateur, il est dans le lit, je vais le tourner, parce que là, je suis comme... Ben, c'est ça. Comme je te dis, là, on le fait avec les caméras, c'est encore pire, mais t'as pas besoin, étant donné, comme je te donne l'exemple des policiers, on s'auto-impose les lois. Puis c'est pas juste avec la police, par contre, hein. Non. Les écoles... Aussi, après avoir écouté un film d'horreur, t'as tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un derrière toi. C'était pas exactement ça, mais les écoles modernes et les hôpitaux sont peut-être pas rondes, finalement, comme Bentham le voulait, mais sont aussi des bons exemples de panoptisme. Ouais. Laisse-moi t'expliquer, puis tu vas faire « Oh, fuck ». OK, vas-y. Le concept scolaire, en soi, est basé sur la surveillance. On t'assoit dans une classe dont tu peux pas sortir sous peine de conséquences. Tu es constamment évalué sur tes performances. C'est vrai. Puis le contrôle, en soi, il s'arrête pas dans la classe, mais aussi dans les couloirs, dans le cours à récré. Tu sais, c'est le petit Mathis, il amène une pipe à crack dans le cours à récré dans sa game de ballon chasseur. Crime, ça commence tôt, les pipes à crack chez vous? Oui. Ben, il va y avoir des conséquences, Mathis, là. Oui. Fait que les gens sont surveillés, puis là, au final, ça va mener à ce que les élèves soient disciplinés et se conforment aux normes éducatives et aux attentes. Un résultat assez semblable à ce que Bentham souhaitait pour ses prisonniers, tu sais. Mm-hmm. Ceci étant dit, oui, il y avait des enjeux éthiques pour son concept à Bentham, mais il y en a aussi pour nous dans cette application indirecte-là. Les écoles, ça soulève souvent des questions sur la liberté individuelle, la créativité. Par exemple, comme « Ah, mais moi, mon petit gars, il est pas fait pour les classes classiques, tu sais, quoi que ce soit. » Tu sais, il est spécial. Mais on le pense pas comme en tant que panoptisme, mais c'est vrai pareil que on nous impose une façon d'agir puis on la suit, comme que Bentham voulait imposer une façon d'agir aux prisonniers. Là, t'es comme au four. C'est la même chose dans les hôpitaux. Tu sais, l'endroit où on te place dans une pièce puis on te dit t'as pas le droit de te débrancher du fil que là, t'as pas le droit d'aller dans les autres pièces. Oui, c'est pour ton bien-être, mais t'es contrôlé. T'es contrôlé, puis tous les médecins ne t'expliquent pas qu'est-ce qui se passe avec ton corps. Et ça, c'est un vrai problème. Ben ça, c'est un autre problème. Oui, non. Mais c'est ce même endroit où ils te montrent un dossier permettant une surveillance détaillée de ton état de santé. Fait que tu tiens les fesses serrées puis t'écoutes les figures d'autorité, même s'ils sont même pas dans la pièce avec toi. Tu sais, tu vois pas l'infirmière, tu vois pas le médecin, tu fais pas n'importe quoi pendant ce temps-là parce qu'ils t'ont dit de le faire, puis tout d'un coup, qu'ils me checkent, tu sais. Ouais. Mais en même temps, il y en a, tu sais, comme... Quand t'es petit, ta mère a te dit de pas toucher le rond de Paul parce qu'il est chaud. Puis là, t'es comme... Oui, il y a toujours des petits rebelles. Moi, checker, être sûr qu'il est chaud. C'est l'apprentissage. Tu le vois, là, qui est rouge brûlant, là. C'est sûr que ça s'applique pas à 100%, mais la plupart du monde se tiennent les fesses serrées. Mais ouais. Mais là, je te parle en tant que patient.
Oui. Mais rappelle-toi que le médecin fait aussi partie d'un ordre déontologique, hors duquel il peut être radié s'il ne suit pas son code de déontologie. Oui. Fait que lui aussi se tient les fesses serrées tout d'un coup qui est watché. Tu peux aller loin comme ça. En même temps, moi, je veux qu'il y ait un collège des médecins. Oui, on est d'accord. C'est dans un objectif de qualité de soins, puis... Pas d'abus de pouvoir, puis de choses comme ça. Là. Mais il y a quand même une hiérarchie qu'on suit tous, même sans présence humaine. Mais William, c'est qui est au sommet de cette hiérarchie? C'est qui? C'est un peu un cycle, mais on ne se rendra pas à ce point-là. Je vais plus prendre des exemples génériques là, aujourd'hui, mais tu peux continuer vraiment à l'infini comme ça sur différents trucs. Non, parce que je pense que je vais tomber dans une spirale conspirationniste. Mais c'est aussi un truc je pense que c'est une phrase latine, mais qui garde les gardiens? Oui, ça me dit de quoi? Fait que c'est un peu ça, c'est comme là, ça monte. Bentham en parlait d'ailleurs parce que lui disait je veux que le public soit très au courant du concept de panoptisme parce que le public va surveiller les gardiens qui surveillent les prisonniers, mais en même temps, ils sont pas dedans. Puis même si nous, on peut dire au gouvernement « Hey, t'as pas de bon sens », il va continuer à le faire pareil. Fait qu'en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Hein? Mais oui, fait que voilà. Je trouvais que c'était un concept, ma foi, fascinant. C'est vrai. De genre partir de prison puis de se ramasser là. Puis je vous jure que c'était pas mon objectif initialement. J'ai juste vu un article qui parlait d'architecture de prison. J'étais comme, je pourrais parler des différentes architectures. Puis là, finalement, c'était juste vraiment très deep dans celui-là, tombé dans la philosophie. Mais voilà, je pense pas que j'ai surpris personne aujourd'hui en disant qu'on vit dans une société de surveillance. Non. Mais c'est quand même intéressant de réfléchir à quel point c'est aussi implémenté dans des petits détails de la vie pour lesquels on n'a jamais réellement pensé que c'est de la surveillance, ou du moins que tout notre système est tellement fait comme ça qu'on prend pour acquis que c'est le même. Puis on laisse tellement plus de traces qu'on le pense. Là. C'est ça. Ne serait-ce qu'avec Internet. Mais à quel point on est libre de nos actions et on ne s'impose pas des trucs juste parce qu'on a peur d'être vu versus vivre sa vie comme on vit dans 1984, la gang. Là. C'est ça qu'on est en train de dire. Le concept de panoptisme est très présent, on s'entend là-dedans. Ouais. Mais bon, j'espère que je vous ai pas fait trop peur ou je vous ai donné envie de vous déconnecter du réseau puis vivre dans le bois. Là. C'était pas mon intention, simplement un début de réflexion. Après, si c'est votre intention, vous avez parfaitement le droit. Là. Oui, je vous contrôle pas. Je veux pas faire du panoptisme sur vous. Mais simplement amener une réflexion philosophique après un petit cours d'histoire. C'est toujours pertinent de se questionner sur sa vision du monde une fois de temps en temps. Cours d'histoire et cours d'histoire de l'art, je tiens à le préciser. Oui, architecture, effectivement. Mais bon, inquiétez-vous pas parce que on a notre très chère Hélène aussi qui est là pour vous replacer un peu si vous êtes trop shaké de ma partie. On pourrait même dire qu'elle va vous aider à vous évader de vos pensées. Eh boy! Hein? J'aime ça. Une belle transition de même. Écoute, smooth. Fluide, là, j'ai jamais vu ça. On n'y a vu que du feu. Oui, tu sais à quel point j'aime le true crime, les documentaires Netflix sur les disparitions réelles et les histoires qui ne se peuvent tout simplement pas. Mais il y en a qui se peuvent parce que des fois, la réalité est plus étrange que la fiction. Mais après, il faut pas que j'en écoute trop là, parce que je vais pas trop bien. Ouais, c'est ça, une fois de temps en temps. Mais j'aime ça quand même. Et forcément, qui parle de true crime, tout ça parle de criminalité, de prison. Et qui dit prison dit forcément évasion, et pas seulement parce que ça rime. Fait qu'aujourd'hui, ça ne fait pas exception. J'ai envie de te raconter des évasions spectaculaires sur lesquelles je suis tombée à travers mes recherches Internet le soir quand je n'ai rien à faire. Non, t'avais de quoi à faire, là. On avait une date d'enregistrement, là. Effectivement. Mais tout ça pour dire que quand même, ça a commencé parce que j'avais rien à faire. Oui, comme la plupart de nos sujets. Exactement. La première dont j'ai envie de te parler concerne nul autre que notre cher Napoléon III. OK. Le 30 octobre 1836, Napoléon III a tenté un soulèvement à Strasbourg, qui à l'époque était une importante ville militaire, pour renverser le gouvernement, parce que, tu sais ce que c'est avec les Français, là, tu vis avec une, ils sont jamais satisfaits de rien, fait qu'ils appellent tout de suite à la révolution. Oui, la Révolution française, c'est... en fait, c'est automatiquement le mot qui me vient en tête quand j'entends le mot révolution. Bref, Napoléon tente de s'insurger, mais comme un enfant pourri gâté qui pique une crise parce qu'il n'a pas eu le dernier jouet à la mode, on le laisse faire le bacon à terre et on l'envoie réfléchir dans un coin. Autrement dit, il est incarcéré. Mais il finit par s'exiler aux États-Unis avant de retenter le coup, cette fois-ci à Boulogne-sur-Mer en 1840. Il retourne au coin, donc il est réincarcéré, et cette fois, il réussit à s'échapper. En fait, faut savoir que dans le pavillon où Napoléon était enfermé, il y avait des travaux. Fait que là, quand il y a des travaux, il y a souvent des gars de construction. Mm-hmm. Donc, Napoléon
il a décidé qu'il se rasait la moustache, il a mis une perruque et il s'est déguisé en maçon. Il a même pris une planche de sa bibliothèque pour faire genre il transporte du matériel parce que oui, sa cellule, ça venait avec un salon, une bibliothèque et même un laboratoire de chimie. OK, fait que c'est pas les mêmes prisons que je parlais tantôt. Non, là. c'est ça, exactement. Fait que notre petit Napoléon, avec sa pipe à la bouche, a réussi à traverser la prison et à se rendre jusqu'au pont-levis où un valet l'attendait. Puis là, quand on s'est rendu compte de sa fuite, il était déjà rendu en Belgique. Et en vrai, il aurait eu l'aide d'un médecin, le docteur Conneau. On sait pas exactement le détail de comment ça s'est passé et tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est ensuite rendu à Londres où il serait resté quelque temps. La deuxième invasion ne concerne pas un, pas deux, mais bien 3 détenus. Je pensais qu'on allait se rendre vraiment loin, là. Pas 3, pas 4, pas 5, pas 6. Je vous épargne ça quand même. On est en 1962. Ça se passe dans la mythique prison d'Alcatraz. Ah oui, c'est un classique, ça. Oui. Donc, on se rappelle une prison sur une île à 2 km au large de San Francisco, entourée d'une mer souvent visitée par des requins. Bref, contrairement à Elon Musk et Twitter, t'es mieux d'avoir un esti de plan si tu veux t'en échapper. Oui, la grosse référence. Oui, c'est ça. Surtout que depuis la création de la prison en 1934, il y a eu 13 tentatives d'évasion qui ont toutes résulté en un échec, sauf peut-être ce matin du 12 juin 1962. Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin avaient mis 5 mois à préparer une surprise aux gardiens. Ils voulaient faire un gâteau de fête? Non. Un peu comme tu vois les adolescents faire le mur dans les films américains. Ils avaient placé des oreillers sous les couvertures pour simuler des corps. Mais en plus, ils avaient pris soin de faire des têtes en papier mâché avec des cheveux humains. Oui, j'ai déjà vu l'image, sont réalistes. Ouais, c'est ça. Il fait très, très noir, là. Exactement. Avec un sac de papier sur la tête à 2 km, ouais, les yeux fermés, là. Ouais. Bref, passons. Morris avait remarqué que les murs de béton étaient un peu fragiles en raison de l'humidité de la prison, là. T'es quand même entouré d'eau. Fait qu'il en a parlé aux frères Anglin. Puis imagine-toi que tous les soirs, pendant 5 mois, entre 17h30 et 21h30, nos amis creusaient les murs pour élargir la bouche d'aération avec tout ce qu'ils pouvaient avoir sous la main, là, un couteau, une pièce de monnaie et évidemment une cuillère. Mais là, tu vas me dire que c'est impossible que les gardiens aient pas eu le moindre soupçon en 5 mois. À tour de rôle, les gars jouaient de l'accordéon pour justement faire diversion et camoufler tout bruit suspect. Mission accomplie, ils se sont échappés après l'extinction des feux dans la nuit du 11 au 12 juin 1962 sur un radeau qu'ils auraient eux-mêmes construit. L'affaire, c'est qu'on les a jamais retrouvés. Fait que le FBI a rapidement... Peut-être morts. Oui, mais le FBI a rapidement fermé l'affaire en affirmant qu'ils étaient probablement morts noyés dans la mer qui entourait Alcatraz. Troisième évasion, Jacques Messrine, ça te dit quelque chose? Oui, c'est un criminel français reconnu qui a déjà été joué par un acteur que je vois sa face dans ma tête, mais pas son nom. Ouais, je sais pas le nom de l'acteur non plus, mais grosso modo, pour ceux qui le savent pas, Jacques Messrine, dans les années 70, il a été identifié comme étant l'ennemi public numéro 1. Il a commis des crimes en France. Vincent Cassel. Oui, c'est ça, effectivement. Merci. Il a commis des films... Il a commis des films, oui. Oui, Vincent Cassel a commis des films. Vincent Cassel a commis des films. Jacques Messrine, il a commis des crimes en France, aux îles Canaries, au Venezuela et au Québec. Notamment des cambriolages, des braquages, des kidnappings, des meurtres. Bref, un homme charmant, le genre que tu veux ramener dans ta famille, évidemment. Il te débarrasse de tes problèmes. Exactement. Mais il s'est surtout évadé à de multiples reprises. En août 1969, il a fait une première tentative d'évasion alors qu'il était incarcéré à Percé, donc en Gaspésie, mais il a été retrouvé dès le lendemain. En 1972, il s'est échappé de la prison de Saint-Vincent-de-Paul, pas très loin d'ici, avec 5 co-détenus. Mais là, c'est un peu... dans le fond, c'était nous le problème, là. C'est pas lui, c'est qu'on a des prisons de marde, là. Attends! L'histoire qui nous intéresse le plus, c'est celle de sa dernière évasion. En mai 1978, alors qu'il est emprisonné à Paris et rencontre son avocat, il demande à récupérer un dossier dans la cellule d'un co-détenu, François Besse. Le gardien accompagne Messrine jusque dans la cellule de Besse. Besse qui arrose le gardien de gaz lacrymogène. Fait que pendant ce temps-là, Messrine, il prend des armes à feu, un grappin et une corde qui étaient dissimulés dans le plafond. Va savoir comment. C'est bon, le problème, c'est vraiment le fait qu'il ait eu accès à tous ces objets-là si facilement. Les autres étaient avec des cuillères, puis lui, il y a des guns, puis du gaz lacrymogène de caché, là. Exactement. Les deux détenus, donc Messrine et Besse, se changent en gardiens. Ils prennent la fuite et escaladent des échelles que des ouvriers avaient laissées là, par hasard.
Avant de Une voler... chance, I guess. Ouais, c'est ça. Avant de Ils ont voler... prévu les guns, mais les échelles, c'est un hasard, tu sais. Non, mais c'est un peu comme Napoléon, là, justement. Là, il y avait de la construction dans la prison, fait que les ouvriers avaient laissé l'échelle. Puis, ils ont volé une voiture et ils se sont enfuis. Au total, Mesrine aura été en cavale 1 an et demi environ avant de tomber sous les balles d'un policier en novembre 1979 à la porte de Clignancourt à Paris. Fait intéressant, il avait enregistré une bande audio intitulée « En cas de malheur ». Donc, tu comprendras qu'il voulait dire « Au cas où il meurt ». C'était pas un album là, qu'on peut retrouver sur Spotify, là. Non. Puis, dans cette bande audio-là, il disait « C'est ça qui est terrible, c'est que certains vont faire de moi un héros alors qu'il n'y a pas de héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois parce que les lois sont faites pour les riches et les forts. » Fait que lui-même il s'aimait pas vraiment, là. Emprisonnez-moi, là, genre laissez-moi pas en liberté, là. Mais c'est quand même fascinant, c'est qu'il a conscience de, mais il fait pareil. Ouais. En même temps, il dit que les lois, c'est pas pour lui, fait que c'est comme pour amener l'injustice. En tout cas, c'est compliqué la vie. Oui. 4e évasion. Pierre Vincent, Ghislain Godet, Réal Dufou, Claude Carrier, Normand Tremblay. C'est pas juste un nom, ça, là. Non. Okay. Ces 5 hommes ont été détenus à la prison de Donnacona, un établissement carcéral à sécurité maximale pas très loin de Québec. Mm-hmm. Mais ils ont réussi à s'enfuir le 16 août 1990. C'est simple, 2 d'entre eux ont pris en otage le conducteur d'une bétonnière qui était dans la cour de la prison, puis ils l'ont menacé avec un pic. Les 3 autres se sont accrochés au camion en attendant que le conducteur défonce la grille de sécurité. Ils ont fait l'objet d'une chasse à l'homme, ils ont été retrouvés quelques jours plus tard, mais quand même 2 points pour l'originalité. Faut aucune construction dans les prisons. Faut les construire une fois, puis on y touche plus. C'est ça. 5e évasion. Lucien Rivard, un trafiquant de drogue, a certainement l'histoire d'évasion la plus saugrenue. On est le 2 mars 1965. Pour mettre son plan à exécution, il demande à arroser la patinoire de la prison de Bordeaux, ce qu'on lui accorde, même s'il fait 5 degrés et qu'il n'y a aucune chance que la glace prenne. Bref, en arrivant près du tuyau d'arrosage... Il voulait se pratiquer, là. Oui, c'est ça. En arrivant près du tuyau d'arrosage, il aurait brandi un revolver, sauf que le fusil était en bois recouvert de teinture noire pour chaussures. Les gardiens y ont vu que du feu, donc Rivard a quand même fini par s'échapper, et il a été retrouvé près de Châteauguay 4 mois plus tard, puis extradé au Texas pour faire 20 ans de prison. Finalement. 6e évasion, tu t'en doutes, s'évader de prison, ça doit forcément être plus facile quand on a des complices. C'est le cas de Michel Vaujour. Je vais pas te teaser bien longtemps. Pendant 10 mois, sa femme a pris des cours de pilotage. OK. Et le 26 mai 1986, elle est venue le chercher en hélicoptère à la prison de la santé de Paris, où il était incarcéré. Il y en a eu un au Québec avec un hélicoptère, il n'y a pas une dizaine d'années. Une couple d'années, ouais. Michel a fini par être réincarcéré quelques mois plus tard à la suite d'un braquage, mais son histoire a tout de même inspiré le film La fille de l'air, donc vous irez voir ça si ça vous intéresse. On sait déjà le punch. Ben, peut-être pas, là. C'est comme inspiré de... Ouais. Richard Lee McNair s'est évadé à pas moins de 3 reprises, chaque fois de façon différente, parce que pourquoi répéter une recette qui a plus ou moins fonctionné, hein? Une bétonnière, une échelle, puis un hélicoptère. Non, la première fois, il a réussi à se défaire de ses menottes grâce à du Labello, là, un genre de baume à lèvres dans le style de Nivea. La 2e fois, il s'est échappé via les conduits d'aération. Et la 3e fois, la meilleure, il s'est posté à l'extérieur de la prison en se cachant dans un sac de courrier. Le plus cocasse durant cette 3e évasion, c'est qu'il y a un policier qui l'a intercepté pendant qu'il traversait une traque de chemin de fer. Puis comme il n'y avait pas de carte d'identité sur lui parce qu'il sortait de prison, mais il a dit qu'il s'appelait Robert Jones. L'interpellation a continué, le policier lui a redemandé son nom comme 2-3 minutes après. Richard s'est trompé puis il a dit qu'il s'appelait Jimmy Jones cette fois, mais le policier il a comme pas tilté là, qu'il avait pas dit le même nom. Fait que Richard il a fini par le convaincre qu'il était juste en train de faire un jogging puis que c'est pour ça qu'il avait pas ses papiers d'identité. Les deux, ils ont ri, ils se sont donné une petite tape sur l'épaule, puis c'est ça. Le policier l'a laissé partir, là, grosso modo. Tout ça, ça a été capté sur une vidéo qu'on peut facilement trouver sur Internet, sur YouTube. Vous avez juste à taper Richard Lee McNair. Je vous laisse la chercher. Et Richard a, par contre, été arrêté en 2007 là, par la GRC, donc retour à la case prison. Mais quand même, le policier, je pense qu'il a passé un mauvais quart d'heure. Là, probablement, effectivement. Là.
Alfred Wetzler ne s'est pas échappé d'une prison ordinaire. Il s'est enfui du camp de concentration d'Auschwitz avec Rudolf Verba. Les deux hommes se sont d'abord cachés 4 jours et 4 nuits dans une pile de bois. Ils se sont couverts d'essence et de tabac pour ne pas se faire repérer par les chiens de garde. Puis ils se sont déguisés en soldats allemands. Le plus spectaculaire dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi à rejoindre les forces alliées grâce à un atlas pour enfants qu'ils avaient trouvé à Auschwitz. OK. Donc, ils ont utilisé ça un peu comme une map là, pour se repérer. Okay. Ouais. Nice. Et là, ils ont pu décrire les atrocités qui avaient lieu dans le camp, ce qui a permis d'épargner un destin tragique à plus de 120 000 déportés hongrois. Donc, bravo. Des héros, eux. Pour le cas, c'est vrai. Un autre Alfred compte parmi les fugitifs dont on parle aujourd'hui, Alfred Inns, surnommé Houdini par la police anglaise. Mais c'est pas évadé. Le vrai Houdini. Non. OK. Non, moi, juste il s'est évadé, mais c'est juste que Inns, ça s'écrit H-I-N-D-S. Donc, je pense que les policiers ont fait le rapprochement. Puis il s'évade aussi. C'est ça, tu vas voir pourquoi. Dans le fond, il s'est évadé 3 fois de prison dans les années 1950. OK. Alors qu'il était condamné pour vol de bijoux, il aurait été capable de mémoriser la forme de la clé de sa cellule et la reproduire, puis escalader un mur de 20 pieds, va savoir comment. The fuck? Ouais. Arrêté à nouveau en 56 par Scotland Yard, il dépose une plainte contre les policiers pour arrestation illégale. Durant le procès, il réussit à emprisonner les 2 gardes qui l'accompagnaient dans les toilettes à l'aide d'un système de verrouillage installé par ses complices. Il est parti du palais de justice à pied et il a été de nouveau arrêté 5 heures plus tard à l'aéroport de Londres. Il a été emprisonné, mais il est parvenu à s'évader 1 an plus tard et il reste libre comme l'air pendant 2 ans. Puis avec toutes ces arrestations, mettons qu'il a développé une connaissance pointue de la loi puis de ses droits. Donc il a trouvé une faille importante, ce qui lui a valu une réduction de peine considérable. J'ai pas réussi à trouver le détail de la faille là, de la loi, mais apparemment qu'il a fallu justement modifier la loi pour éviter qu'une telle situation se reproduise et que... C'est de loin mon préf. Ouais. 10e évasion, je t'ai beaucoup parlé d'hommes, mais il y a des femmes aussi qui ont réussi à sortir des prisons avant d'avoir purgé leur peine. En février 2015, pas moins de 28 femmes se sont échappées de la prison Nova Mutum au Brésil. Dans le fond, 3 visiteuses ont usé de leur charme pour séduire les gardes. Elles se sont vêtues de petites tenues affriolantes et leur ont tout bonnement proposé une soirée bien arrosée au whisky avec, pour finir, une orgie. Ben, pourquoi pas? Ouais, sauf que les gardiens, ils savaient pas qu'il y avait de la drogue dans le whisky. Fait qu'ils ont été retrouvés le lendemain. Parce que clairement, c'est le seul problème, là, pas de faire une orgie avec les détenus, tu sais. Mais non, c'était pas les détenus, c'était des visiteurs. Oui, c'est vrai. Ils ont été retrouvés le lendemain à moitié nus et menottés dans les cellules. Les 3 femmes auraient ensuite pris les clés, déverrouillé toutes les cellules et les détenus seraient sortis par la porte principale avec des armes et des munitions. Le tout aurait été orchestré par le chum d'une des détenues, justement, qui a demandé à des amis... Vous autres, ça vous tente-tu une orgie avec des gardiens? Ça. Exactement. La plupart ont été retrouvés dans les heures et jours qui ont suivi, mais je peux pas te confirmer à 100% que les 28 femmes qui étaient derrière les barreaux sont bel et bien de retour derrière les barreaux. C'est vraiment bon. Les gardiens, quant à eux, ils ont été accusés de complicité d'évasion. Ben oui. Donc, sorry for them. Genre, on espère qu'ils ont passé une belle nuit quand même. Plus récemment, Philadelphie a connu une chasse à l'homme assez particulière. Danilo Cavalcante a été mis en détention au courant de l'été pour le meurtre de son ex-conjointe. Il a été condamné à la prison à vie, s'est toutefois évadé le 30 août en utilisant une méthode un peu inusitée, celle de la marche en crabe. Autrement dit, il a trouvé un coin de la cour de la prison où 2 murs parallèles étaient assez proches l'un de l'autre, ce qui lui permettait de l'escalader à l'horizontale. Fait que les mains sur un mur puis les pieds sur l'autre. Ah, grosso modo. Ouais. Les murs devaient être larges de comme 1,5 mètre. Ouais, pas grand-chose, ouais. De quoi de même. Puis il a ensuite franchi les barbelés pour gagner le toit de l'édifice. Son évasion a été évidemment filmée par les caméras de surveillance de la cour et de la prison, puis c'est possible de la voir sur les réseaux des autorités. Par contre, je vous rassure, il a été retrouvé le 13 septembre dernier. De l'autre côté de l'Atlantique, maintenant, une évasion digne d'un film d'espion a récemment fait les manchettes aussi à Londres. Daniel Abed Khalif, accusé d'avoir collecté des renseignements pour pouvoir servir à des fins terroriste, était en attente de son procès à la prison de Wandsworth. On aurait remarqué sa disparition 20 minutes après qu'un camion de livraison ait quitté les lieux. C'est louche. On se demande il est dans quoi, là? Ouais. T'sais? Quand on a retrouvé le camion, on a remarqué qu'il y avait des sangles en dessous de la charpente du camion. En dessous, là. C'est nice. Ouais. Donc, tu comprends que, justement, il a profité d'un moment d'inattention pour se faufiler dans la cuisine de la prison où, justement, le camion de livraison venait de livrer de la marchandise.
Puis il s'est attaché sous le camion pour s'enfuir. Il a été capturé, par contre, 3 jours plus tard par la police locale. Mais avant de terminer, quand on parle d'évasion, on parle pas nécessairement de prisonniers. Il y a certaines personnalités connues aussi qui ont pris la poudre d'escampette pour diverses raisons, comme éviter une foule ou fuir leur famille. C'est le cas notamment de Marie de Médicis, qui, telle une princesse de Disney, était cloîtrée au château de Blois sous les ordres de son fils Louis XIII. Donc, le 21 février 1619, elle a décidé de prendre la fuite par la fenêtre de sa tour d'ivoire avec l'aide de ses domestiques. Sauf que rappelle-toi qu'on est en 1619, c'est un peu compliqué de s'enfuir par une fenêtre avec un jupon, une robe moyenâgeuse et tout le tralala. Il n'y a pas assez de construction, là. Non, c'est ça. Fait qu'elle aurait été enroulée dans un manteau et attachée à une corde pour la faire descendre jusqu'au carrosse, digne d'un vrai film. Wow. Et voilà ce qui met fin à ma partie et à l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une histoire que je t'ai racontée qui t'a particulièrement marqué ou surpris? Ben, le deuxième Alfred, là, on s'entend, il est fantastique. Puis les origines. Le Houdini. Of course. Comme les deux back-to-back, là, moi, ça l'a fait ma journée. Mais c'était tout super pertinent. J'espère que tout le monde a autant apprécié que nous cet épisode. Si vous aimez ça, ce qu'on fait, on est là chaque 2 semaines. Ouais. Et on est aussi sur TikTok à faire 2 publications par semaine. Oui, les mardis et jeudis. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les autres réseaux, là, Facebook, Instagram. Et bien entendu, nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute que vous écoutez des podcasts dans la vie. Oui, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts. Mettez-nous une bonne note. Oui, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note, à en parler aussi à vos amis, à votre entourage. Ça nous encourage full. Nous, on fait pas d'argent avec ça. Mais on fait vraiment ça pour le plaisir. Puis... C'est ça. Nous, on fait du bouche à oreille pour vous. Puis Exactement. Vous faites du bouche à oreille à vous autres. Tu sais. Hein? C'est tout pensé. Là. Hey, c'est une grosse chaîne. Là. Et sur ça, on se dit à dans 2 semaines. Bye!